BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mêle. On est là, vous le savez, chaque week-end, à la fois sur 01 TV, la chaîne, sur les box, sur YouTube, sur 01net.com et puis le dimanche matin sur BFM Business. Eh bien, nous allons maintenant évoquer un anniversaire. Cela fait 10 ans que Tim Cook est à la tête d'Apple. C'était, on va dire, une décision forcée, puisqu'il y a 10 ans, voilà, c'était tout début octobre, Steve Jobs nous quittait, décédé d'une longue maladie, cancer du pancréas, du foie, etc. Enfin, ça a été une période quand même assez dramatique dans le monde de la tech, parce que Steve Jobs incarnait l'innovation, la rupture technologique, etc. Donc, ça a été compliqué. Et puis à l'époque, on s'en souvient, on a tous vécu cette histoire. On se disait, mais que va devenir Apple avec la disparition de Steve Jobs ? Eh bien, 10 ans après, 10 ans, ça passe très très vite. Eh bien, on fait le point. Toujours Nicolas Lelouch avec nous, journaliste à 01net.com. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, qui bien évidemment suit au quotidien toute cette actualité. Ça va être très intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Peut-être pour débuter, revenir au commencement, en fait. Il y a 10 ans, même avant la disparition de Steve Jobs, Steve Jobs voyant la fin arriver, cède les rênes. C'était en l'été 2011, il cède les rênes donc à Tim Cook. C'était le 24 août 2011. Et voilà, là on est vraiment 10 ans jour pour jour. On est en effet sur le vrai 10e anniversaire de la prise de position de Tim Cook. Le contexte, Steve Jobs, ça faisait plusieurs fois qu'il prenait des arrêts maladie, qu'il était remplacé par Tim Cook, par Phil Schiller, qui prenait différentes fonctions au sein d'Apple. On le voyait assez rarement au keynote. Il avait fait la dernière keynote qui était la WWDC de juin, mais il n'avait pas fait les événements précédents. Il était très amaigri, très amaigri, effrayant. C'était sa dernière prise de position. Ouais, il était venu par surprise parce qu'à l'époque, quand Steve Jobs venait, on ne savait pas. C'est-à-dire qu'il était toujours en arrêt maladie, mais il y avait la rumeur dans la presse que Steve Jobs pourrait être là à la conférence, et il se trouve que cette fois-ci, c'était vrai. Et le 24 août 2011, un communiqué de presse d'Apple sort et annonce que Steve Jobs a décidé que son état de santé était désormais arrivé au point de non-retour et où il n'était plus en mesure d'assurer ses fonctions de patron d'Apple, et qu'il cédait donc, si le conseil d'administration le voulait bien, les rênes à Tim Cook, parce que c'était le plan de transition qu'il avait entamé depuis quelques années et que Tim Cook avait été désigné comme son successeur. Donc voilà, Steve Jobs est encore en vie, il lui reste 2 mois, et à ce moment-là, il décide de faire de Tim Cook le patron d'Apple. Alors Steve Jobs convoque Tim Cook, lui dit tu vas être le nouveau CEO d'Apple, et Tim Cook dit que c'est le plus grand cadeau que Steve Jobs aurait pu lui faire. Oui, parce que ce que Steve Jobs lui dit ce jour-là, il l'a raconté Tim Cook plus tard dans la presse, c'est il lui demande, je cite, j'ai la phrase exacte pour pas déformer, de ne jamais se demander ce que Steve Jobs aurait fait à sa place, et de toujours diriger Apple avec justement ce qu'il fait qu'il l'a choisi. Et Tim Cook considère ça comme finalement un cadeau, parce que on a nous-mêmes dit il y a 10 ans que ça serait compliqué pour Tim Cook de prendre sa succession et qu'Apple risquait de souffrir de l'absence de Steve Jobs, parce qu'on voulait que Tim Cook fasse la même chose, que Tim Cook soit l'innovateur qui était Steve Jobs, et il n'était pas du tout le même candidat. Finalement, Tim Cook a pu être lui-même grâce justement à cette demande de Jobs, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir le Apple de 2021. Emmanuel, revenons 10 ans en arrière. C'était un choix assez courageux quand même de la part de Steve Jobs de nommer Tim Cook, parce que c'est vraiment, l'incarnation la plus forte d'une boîte tech, c'était Steve Jobs. Tim Cook, personne ne le connaissait. Non. Excellent dans la supply chain. C'était vraiment on va dire l'homme de l'ombre d'Apple depuis de très nombreuses années. C'est lui qui négociait les contrats avec les fournisseurs. Et donc voilà, c'est vraiment 2 personnalités complètement différentes. Et c'est vrai que nous, il y a 10 ans, on se posait la question. Qu'est-ce que va faire Tim Cook ? Oui, alors parce que d'une part, quand on a vu la première keynote, on s'est dit au niveau charisme, là pour le coup, on repassera quoi. On avait l'impression d'avoir en face de nous un expert comptable. Enfin, j'ai rien contre les experts comptables. Non, mais c'est vrai qu'en termes de de charisme par rapport à Steve Jobs, on descendait quand même de plusieurs crans. Tout à fait. Donc de ce point de vue-là, ça avait quelque chose un peu, on se disait où C'était la keynote de l'iPhone 4S. Exactement. Vous vous en souvenez ? Il y a quand même eu la veille du décès de Steve Jobs. C'était la veille du décès de Steve Jobs, et on voit si vous êtes avec nous en vidéo, ce siège avec marqué Reserved qui était censé être
pour Steve Jobs. Et puis même lui, on ne le sent pas nécessairement très à l'aise au début dans ses baskets. Et donc c'est vrai que cette transition-là, elle est compliquée parce que c'est plutôt un gestionnaire qui arrive après un créateur, un créatif qui a créé sa boîte, qui incarnait tellement aussi. Qui l'incarnait. Apple, c'est lui, c'est sa créature. Il l'a quitté, il est revenu, il l'a relancé. Et puis à chaque fois avec soit des services de rupture ou des produits de rupture. Produits de rupture, c'est évidemment l'iPhone. Mais avant, il y a eu aussi toute la série des Mac. On se souvient des Mac qui avaient relancé Apple au début des années 2000. Et puis au niveau des services, avec le lancement d'iTunes, la signature avec toutes les majors. L'iPod aussi, bien sûr. Et l'iPod, effectivement. Donc, et là, Steve Jobs, il faisait le job. Justement, pour le coup, il venait à Paris, à Londres. On le voyait assez souvent pour ses lancements. Et il était... alors, c'est vrai que l'Apple de l'époque, c'était pas l'Apple d'aujourd'hui, beaucoup plus petit. Mais il était aux commandes, il était là, il le montrait et on le voyait très très souvent. Alors, on se disait aussi il y a 10 ans, Steve Jobs est parti, Tim Cook reprend les rênes, on n'aura plus d'innovation. Et c'est vrai que... il y a eu l'iPhone, il y a eu l'iPad sous l'ère Steve Jobs. On se disait, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau ? Est-ce qu'on peut dire que, mine de rien, Apple a gardé son ADN d'innovateur dans le monde de la tech sous l'ère Tim Cook ? Je vais peut-être vous surprendre parce qu'on lit souvent que Apple est mort avec Steve Jobs, qu'il n'y a plus d'innovation, mais je trouve qu'Apple a complètement conservé son ADN. Ils ont toujours cette aura qui fait que les autres constructeurs les regardent, que les autres constructeurs les copient, que c'est la marque auquel, quand il y a un événement Apple, les autres décalent leur événement. Parce que c'est Apple, on attend de laisser parler Apple avant de pouvoir faire son annonce. Le seul truc qui est vrai par contre, c'est que Tim Cook n'est pas Steve Jobs et que dans sa gestion, il a fait quelque chose qui finalement était logique. Il a fait du rôle de CEO, donc de patron d'Apple, un rôle de CEO. À savoir, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui s'occupe de vérifier que tout va bien financièrement, c'est lui qui décide des calendriers, mais c'est pas lui qui décide des produits, parce qu'il n'y connaît rien, Tim Cook. Tim Cook, quand il y a un nouvel iPhone, il doit avoir des réunions, on doit lui expliquer très certainement qu'est-ce qu'il change, qu'est-ce qu'il doit mettre en avant dans les interviews. C'est là la différence avec Steve Jobs. C'est la différence avec Steve Jobs qui, on le sait, parce qu'il y a eu des mails internes qui ont fuité, pas mal de choses avec des procès. Steve Jobs, 2 ou 3 ans en avance, il parlait des nouvelles fonctions, il faut que dans 2 ans, l'iPhone fasse ça, Steve Jobs, il était l'initiateur justement de ces innovations, c'est lui qui dessinait les produits, c'est lui qui voulait, qui imposait des technologies et qui voyait avec les équipes de design comment faire ça. C'est pas du tout les mêmes rôles. Donc évidemment, si on fait la comparaison entre Tim Cook et Steve Jobs, l'Apple de Tim Cook est moins innovant que l'Apple de Steve Jobs parce que c'est pas du tout les mêmes personnes à la tête de l'entreprise. Après, Tim Cook, son boulot, ça a été de faire monter Apple. J'ai un chiffre intéressant. Apple, au moment où Tim Cook prend position, ça vaut 345 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça en vaut 2500 milliards. C'est-à-dire que plus de 80% de la valeur d'Apple, ça a été fait ces 10 dernières années. Donc c'est la preuve que finalement, l'intuition de Steve Jobs, elle était la bonne. Même si Tim Cook n'est pas celui qui allait innover le plus, il aurait pu nommer quelqu'un de plus innovant. Il aurait pu nommer son ami Jonathan Ive, qui était designer, mais qui aurait peut-être potentiellement été quelqu'un plus dans son côté de quelqu'un qui peut inspirer et d'innover. On va dire, exactement, pas gestionnaire. Un créatif, mais pas gestionnaire. Il a décidé de nommer un gestionnaire et ça a marché. Apple continue de faire les produits, ils sont toujours sur les mêmes gammes, ils sont lancés sur des nouveaux secteurs, on va certainement en parler avec Emmanuel et toi dans quelques instants. Et Apple, finalement, en innovant un petit peu moins, est devenue une entreprise encore plus puissante et toujours la référence des nouvelles technologies. En tout cas, après, concernant l'innovation, alors on a eu des innovations, l'Apple Watch, les AirPods qui sont devenus un succès incroyable. Économiquement, enfin en tout cas capitalistiquement, c'est un succès incroyable, Apple. Oui, c'est un succès incroyable avec des marges. En fait, ils ont réussi à conserver des marges quasiment du domaine du luxe. Quasiment équivalente au secteur du luxe, mais avec des produits très grand public qui s'écoulent à des millions d'exemplaires. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez fort. Et puis, ils ont réussi, souvenez-vous, quand le premier iPhone est sorti, raillé par Steve Ballmer, le PDG de Microsoft de l'époque, qui disait, mais c'était quoi, 700, 500 $? C'était même 400, parce que c'était avec un forfait. C'est ça. Et Steve Ballmer qui dit, mais avec ça, vous avez 3 Microsoft Windows Phone. Donc, il dit, ça se vendra jamais, quoi. Et aujourd'hui, ils ont monté le prix à plus de 1000, quoi.
Et tous les autres ont suivi. Tous les autres ont suivi, effectivement. C'est ça qui est dingue. c'est ça. Ils en ont fait un appareil de luxe qu'on garde toujours sur soi, qu'on ne peut pas perdre, parce qu'ils ont ajouté tellement de fonctionnalités à l'intérieur de ces téléphones qu'aujourd'hui, ça surpasse tout. Ça devient votre carte de crédit, ça peut devenir votre système pour ouvrir votre porte de chez vous, par exemple, ou de votre automobile. Ça devient votre discothèque, enfin votre audiothèque. Ça devient, en fait, il y a tout de votre vie, il y a votre photothèque dedans, vos livres des fois. Donc c'est vrai, c'est devenu la chose dont vous ne pouvez plus vous passer. Et ils ont été portés par l'explosion des smartphones, puisque ça, tout le monde en a bénéficié. Mais Apple, effectivement, et Tim Cook a surfé dessus et a pu faire grossir de manière incroyable Apple. Ce qui, moi, là où je lui rends plutôt hommage, c'est quelque chose de l'époque de Steve Jobs auquel je ne croyais absolument pas, qui était l'effet Halo. Je ne sais pas, vous vous souvenez de cet effet Halo. Il dit, vous allez voir, avec l'iPhone, l'iPad, ça va relancer les ventes de Mac. Je me dis, c'est quoi le rapport entre un iPhone et... alors c'est un OS qui est relativement proche, même si ce n'est pas le même OS. Et finalement, aujourd'hui, on voit que les Mac ne sont jamais aussi bien vendus. Après, bon, il y a eu la pandémie. Même avant déjà. Même avant. Il y a un coup de boost. En fait, quand toute la force d'Apple et toute la force de ce qu'a réussi Tim Cook, notamment avec les services, c'est de renforcer l'écosystème à tel point que quand on a un iPhone, on a envie d'avoir le reste parce que tout fonctionne mieux si on a un iPad, si on a un Mac. On se crée un écosystème. C'est là où il a réussi. Donc certes, en fait, je pense que les gens ont une vision erronée de ce qu'était l'Apple de Steve Jobs. Peut-être que, sur l'iPhone, ils ont été extrêmement précurseurs. Mais par exemple, sur les nouvelles versions de l'iPhone, sur les nouvelles versions de beaucoup de produits, c'est pas eux qui apportaient les technologies en premier. Par contre, ils attendaient que la technologie soit suffisamment arrivée à point pour arriver justement à... quand Apple la lance, tout le monde le fait après. Et c'était déjà le cas sous Steve Jobs, et ça allait encore plus sous Tim Cook. Il y a peut-être encore plus d'attentes. Les volumes ne sont pas les mêmes aussi, ça a augmenté, donc Tim Cook est aussi victime de ça. Mais aujourd'hui, le truc qui nous prouve qu'Apple est toujours aussi innovant, c'est que quand Apple fait quelque chose, les autres suivent. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est 99% du temps le cas. Donc c'est la preuve qu'Apple n'est pas mort dans son ADN avec Tim Cook. Non, alors moi, c'est là où j'apporterais peut-être une petite nuance. Alors Nicolas a raison, c'est vrai que par exemple, si on reprend l'iPod, il y avait des baladeurs MP3 avant. C'est pas Apple qui a lancé les baladeurs MP3, mais ils ont lancé une nouvelle interface qui était la roue, pour pouvoir naviguer avec cette ergonomie qui était et c'était ça le truc, un peu l'effet un peu waouh, quoi. C'était pas tant d'avoir un baladeur avec et puis c'était un joli produit. C'était un joli produit. L'iPod Nano, si on compare aux autres baladeurs, qui était un peu c'était pas la même chose. On le cachait dans sa poche, quoi. On n'allait pas le montrer et l'exposer. Donc il y avait ça, et puis après il y a eu l'interface de l'iPhone aussi, qui c'était pas les premiers à faire des smartphones, mais les premiers à pouvoir faire une navigation avec le doigt. Donc là aussi on s'est dit waouh, il y avait un effet waouh. Depuis Tim Cook, moi, j'ai jamais eu d'effet waouh sur un des produits qui a pu sortir. C'est-à-dire, j'ai pas vu une interface où je me suis dit, tiens, ça c'est un truc de dingue. On a vu des petites améliorations incrémentales, mais pas un truc qui nous laisse les fesses par terre, quoi. Et puis après, il y a tellement de choses qu'on attendait. On attendait, moi le premier, l'Apple TV, mais l'Apple TV, la vraie télé Apple. Moi, j'étais certain qu'il la commercialiserait finalement. Il n'y en a jamais eu. Une idée qui serait germée dans l'esprit de Steve Jobs. Steve Jobs avait ce projet de faire une télé. C'est dans la biographie de Walter Isaacson, donc, où effectivement il en parle à la fin, comme d'un des gros projets futurs d'Apple. Et puis l'Apple Car aussi, qui était aussi mentionné dans le livre. Et là, c'est vrai que 10 ans après, ni la télévision, ni l'Apple Car n'ont vu le jour. Et pour moi, pas d'effet waouh sur les nouvelles interfaces, quoi. Donc des évolutions incrémentales intéressantes, et puis ça fonctionne plutôt pas mal. Après, on peut dire, est-ce qu'Apple a vraiment besoin de ça aujourd'hui pour vendre ? Bah non, puisqu'il se porte très très bien. Mais voilà, un peu déçu quand même de ce point de vue-là de la part de Tim Cook. Après, un mot sur le management aussi qui a totalement changé. C'est un management qui est plus apaisé, moins tyrannique. On sait que Steve Jobs était un fou génial, qui était parfois odieux avec ses collaborateurs. On a des histoires, des anecdotes qui sont quand même assez folles. Ça aussi, c'est le changement, c'est un changement de cap. Qui est totalement différent. Enfin, Tim Cook a créé un Apple beaucoup plus inclusif, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert aussi. Ça se voit même dans les produits. Alors, on ne va pas dire que les produits Apple soient les plus ouverts au monde, mais malgré tout, il y a quelques petits efforts qui sont faits. Il y a eu des efforts. Déjà, sa personnalité, elle est plus calme. Il est beaucoup plus capable d'aller négocier avec le président de la Chine que Steve Jobs n'aurait pu l'être, parce que voilà, c'est pas du tout les mêmes profils. En général, dans le management, autour de Steve Jobs, il y avait vraiment
une équipe renforcée. Aujourd'hui, cette équipe renforcée, elle est quasiment brisée. Il reste plus grand monde de l'équipe de Steve Jobs autour de Tim Cook. Et si vous regardez les dernières keynotes, vous verrez qu'il y a 10 ou 15 interlocuteurs différents. Il y a des femmes, il y a des personnes de couleur. Il y a plein de choses qu'on ne voyait pas trop avant parce que Apple prend en compte justement l'importance de mettre en avant tous ses talents et de pas de se concentrer sur 3 ou 4 personnes. Après, c'était moins dans le temps il y a 10 ans. C'était évidemment moins dans le temps. Je veux dire, là aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est... Ce qu'on peut constater, c'est que Scott Forstall, qui était très proche de Steve Jobs, qui était aussi connu comme quelqu'un d'assez tyrannique, il n'a pas fait long feu après l'arrivée de Tim Cook. Il y avait l'histoire d'Apple Maps, c'était ce qui a précipité sa chute, mais Tim Cook s'en est vite débarrassé. Jonathan Ive, qui était aussi considéré comme intouchable sur le design, il a voulu partir, il a quitté Apple, et aujourd'hui, des équipes de design, elles fonctionneraient vraiment différemment. Et surtout, si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, Apple est de plus en plus à l'écoute. Avant, tout tournait autour du design. Regardez les MacBooks il y a 4-5 ans, ils ont retiré tous les ports pour avoir que de l'USB-C. Là, ceux qui vont arriver, normalement, ils vont réintroduire tous les ports qui ont disparu, à savoir le port magnétique, la carte SD. C'est la preuve qu'Apple est en train d'évoluer dans sa conception de fabrication des produits. Oui, c'est parce que plus le design avant tout. C'était vraiment on va dire le tortionnaire du design. C'est-à-dire qu'il fallait que le design, en fait, c'était la technologie qui se pliait au design, en fait. C'était ça, et souvent sous Steve Jobs, on imaginait d'abord le design, on faisait le produit après. Oui. Et Steve Jobs avait tendance à dire qu'il savait mieux que les consommateurs ce qu'ils voulaient, ce qui était sans doute vrai, parce que il l'a prouvé, mais ce ne serait plus trop la doctrine de Tim Cook, qui pense qu'aujourd'hui les consommateurs sont suffisamment bien informés et que quand une demande est réclamée par la majorité, il faut l'écouter. Donc là-dessus, il y a quand même eu des évolutions importantes. Après, évidemment, c'est comme tout, Tim Cook a fait un travail un peu différent et Apple a changé avec son temps. C'est ce que tu disais. Il y a plein de choses qui avant n'intéressaient pas les gens, je pense à la vie privée notamment, ça a toujours été au cœur d'Apple mais beaucoup moins, et aujourd'hui Tim Cook avec l'affaire avec le FBI, quand il y avait l'histoire du terrorisme, il fallait déverrouiller l'iPhone, plein de choses, a fait de la vie privée un axe essentiel, c'est devenu un argument marketing très fort sur Apple. Peut-être que ça aurait été aussi le cas avec Steve Jobs, on n'en sait rien, mais c'est vrai que ça restera important dans ces 10 ans. Emmanuel. Ouais, moi, pour avoir discuté avec des gens des services, à l'époque de Steve Jobs, quand ils avaient demandé la collaboration d'Apple sur certaines enquêtes, ils s'étaient heurtés à un mur. Steve Jobs avait dit non. Déjà à l'époque, il n'y avait aucune possibilité, en France en tout cas, il y avait eu des demandes qui avaient été faites sur certains dossiers et qui avaient été présentées. Et c'est vrai que la direction d'Apple à l'époque refusait catégoriquement d'accéder ou de communiquer des informations privées. Exactement, dans le cadre d'enquête. Donc c'est dans l'ADN. Mais ça, ils pouvaient refuser. Enfin, il n'y a pas une injonction. À l'époque, c'était 2008-2009. C'était pas 2021. Aujourd'hui, je crois que c'est plus possible. Aujourd'hui, non. Là, si vous avez un juge qui vous dit, vous nous donnez. Déjà, il y a un arsenal législatif qui s'est quand même largement étoffé. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça a toujours été quand même dans l'ADN d'Apple de protéger les données, même avant l'iPhone, puisque 2008-2009, on était au début de l'iPhone. Donc, de ce point de vue-là, non, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Ce que disait en revanche Nicolas sur le côté inclusif, c'est vrai que Tim Cook, c'est un des rares patrons à s'être affiché homosexuel, à le dire publiquement et à le gérer très bien, en fait. Donc, il communique dessus. Donc, ça fait partie aussi du nouvel Apple. C'est effectivement un Apple plus inclusif. Alors, effectivement, c'est aussi l'époque qui est comme ça. Mais quand même, c'est aussi un gage de modernité de la société. Faut avoir quand même un certain courage quand on est PDG d'une grande boîte de s'afficher homosexuel comme ça au grand jour, quand on travaille avec des pays qui, pour le coup, n'ont pas forcément l'ouverture des États-Unis ou de la France, par exemple. Donc de ce point de vue-là, effectivement, pour moi, c'est une nouveauté d'Apple. L'autre aussi, c'est que la boîte est devenue tellement grosse aujourd'hui qu'il y a des vrais sujets de régulation. Régulation, on en parlait, que ce soit avec les forces de l'ordre, etc. La météo va être un peu moins clémente là dans les c'est Tim Cook qui montre au fond, on voit qu'il peut être. Moi, je le trouvais un peu sympa, gentil, etc. Là, des fois, il montre un peu les dents sur l'impôt le fait qu'Apple paye pas ses impôts. Il est monté plusieurs fois au créneau en disant mais c'est la faute des États, vous mettez pas les bonnes règles. Nous, on les respecte dans les pays dans lesquels on est. Donc finalement, voilà. Bon, après, on achète ou pas ces arguments, mais en tout cas, il est monté au front pour protéger Apple sur des sujets assez clés et assez sensibles. 10 ans de Tim Cook. Tim Cook a dit qu'il ne resterait pas encore 10 ans, je crois. Enfin, qu'il ne ferait pas ça toute sa vie et qu'au bout d'un moment, il lâcherait l'affaire. Combien de temps il va rester encore, à votre avis, à la tête d'Apple ? Et qui pourrait le remplacer, en fait ? Est-ce qu'il y a déjà le dauphin d'Apple qui existe ? Ça, pas à ma connaissance, mais ça se prépare, c'est sûr. Il y a
On sait qu'il ne sera pas là dans 10 ans. Ça, c'est ce qu'il l'a dit. Après, c'est comme tout, hein, il peut être prolongé. On dit souvent que, je crois que son contrat actuel, son mandat est en 2025. Donc, au pire, il partirait dans 5 ans. Peut-être qu'il pourrait aller plus tard. Ce qui se dit quand même dans la presse spécialisée et pour les connaisseurs d'Apple, Mark Gurman notamment, dont on parle souvent, c'est que c'est Jeff Williams, qui est l'actuel directeur des opérations, qui prendra sa relève. Et qu'ils ont déjà préparé le plan de succession. Ce qui serait logique, finalement. Ce qui est logique, oui et non, parce que de Steve Jobs à Tim Cook, on a eu une rupture. On pourrait s'attendre à une autre rupture, mais non, on resterait sur une succession dans la continuité totale. Quelque chose d'assez sécurisé, Jeff Williams, de celui qui a remplacé Tim Cook dans son ancien poste. Donc ça serait finalement l'expert comptable d'Apple serait finalement par défaut le futur patron à chaque fois. Donc ça serait logique. On serait dans le même scénario que Tim Cook finalement, parce que Jeff Williams, personne ne le connaît. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément connu pour son immense charisme et pour sa capacité à vous donner envie d'acheter. On l'a déjà vu en keynote ou pas, ce gars-là ? Je crois qu'on l'a déjà vu vous présenter des chiffres, notamment, mais un peu comme Tim Cook. Hein, c'est pas celui qui va vous faire la partie la plus marquante de l'événement. C'est lui, vous avez envie de dire, allez, dépêche-toi, on a envie de voir la suite. Donc non, ça sera pour Jeff Williams. Après, ce qu'il peut y avoir du changement, on avait parlé, c'est plus anecdotiquement, on a parlé d'Elon Musk cet été qui aurait candidaté au poste de patron d'Apple. Voilà, c'est peu probable, j'y crois pas trop. Non, ça a été démenti. Ça a été démenti en plus, mais dans tous les cas, j'imagine pas trop Apple confier. Oui, mais en plus, c'était dans le cadre d'une vente de Tesla à Apple. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que là, c'est complètement écarté. Mais ça a été démenti. Hein, oui, surtout pour le coup, tu parlais tout à l'heure de est-ce que Tim Cook a réussi à conserver l'ADN d'Apple ? Il a réussi à conserver le mystère, le secret, le fait que l'entreprise ne parle pas. Elon Musk, avec ses tweets, c'est mort. Donc il faut quand même quelqu'un qui soit capable de maintenir tout ça. Ouais. Cela dit, c'est vrai que, ça sera le mot de la fin parce que l'heure tourne, mais Elon Musk ressemble à Steve Jobs dans le génie, dans la folie, dans l'extravagance. Il est plus proche de Jobs que de Tim Cook. Et voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Hein. Bien sûr, on reviendra sans doute dans les semaines qui viennent sur cet anniversaire. Merci beaucoup, Nicolas, journaliste à 0net.com, avec un super dossier sur les 10 ans de Tim Cook à retrouver donc sur 0net.com. Merci beaucoup. Merci François. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Ce de quoi je me mêle est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci d'être là chaque semaine. Et puis, si vous êtes vraiment un accro de la tech, sachez que j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs sur BFM Business pour Tech & Co entre 20h et 22h avec une nouvelle formule que je vous invite à découvrir. À très bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.